pièce même n'est pas un musée. Ici, on visualise une identité et on voit défiler des moments et des monuments, des figures prestigieuses et des silhouettes exhumées de l'oubli. Et on voit aussi fleurir des croisements féconds, un tatouage berbère, une mosaïque romaine, un étendard arabe et une sirène de la Méditerranée. Découvrons alors les plis des époques antiques de la Tunisie, les recoins les plus reculés de ces sites, les secrets intimes que véhiculent ces légendes et ces mythes et l'univers coloré de son imaginaire collectif. À travers ce tunnel, interrogeons le passé glorieux et ses instants éternels.
Nous sommes maintenant en terre des Numides, plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ici, au bord des rivières, sur les hauteurs ou au cœur des vastes plaines, que les peuplades venues du Sahara et du littoral méditerranéen avaient jeté l'ancre. C'étaient les Afres ou Afars, d'où est dérivé le vocable africain qui désigne l'ensemble du continent. On les connaît aussi sous le nom de Berbères, nom donné par les Arabes parce que leur langue s'apparente à des cris ou à des balbutiements. Menant une vie foncièrement nomade, les Berbères, Les Vandales, les Byzantins, puis les Arabes musulmans. Nous sommes maintenant en Lubie, début du IXe siècle avant Jésus-Christ. poussé par un destin implacable, j'ai abandonné Tyr et j'ai affronté la colère des ondes et les périls de leur agitation. J'ai cherché l'asile où je devais puiser l'énergie de ma renaissance et l'éclosion de mes rêves. C'est Élissa, fille du roi de Tyr, trahi par Pygmalion, le frère Cupide, violent et avide, qui assassina son cher époux, Asarbas, pour s'emparer de ses richesses. Cette colline... Nous sommes maintenant à Carthage, du 9e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Faste règne d'une cité, d'une civilisation. De sa fondation en 814, Carthage émergea progressivement au fil des siècles comme une puissance économique, militaire et culturelle. Deschutes, où on avait classé un nombre impressionnant d'ouvrages scientifiques, littéraires et religieux, et où on pouvait consulter la célèbre encyclopédie d'agronomie appliquée de Magne, constituée de 28 volumes. Nous sommes maintenant entre Carthage et Rome, entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Carthage n'a cessé de s'agrandir, et avec elle, ses ambitions et ses visées. Mais face à Carthage, sur la rive nord de la Méditerranée, une autre cité brandit, elle aussi, l'étendard de sa puissance, Rome. Redoutable rivalité entre les deux cités, engagée dans une course effrénée et dangereuse vers la domination en maître absolu de la mer.
Je ne combattais pas seulement une armée adverse, je combattais aussi un relief rude et irrégulier, des routes périlleuses et une nature imprévisible. Je résistais aussi à un climat hostile, versatile, tantôt glacial, tantôt infernal. Je ne combattais pas seulement un adversaire déclaré, je combattais aussi les secrètes manœuvres de mes ennemis et la trahison de mes faux alliés. Je ne combattais pas seulement des forces régulières et imprégnées. Entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ. Malgré sa résistance, Carthage céda à la cruelle hégémonie de sa rivale. Les Romains avaient trouvé là les conditions les plus propices pour doter rapidement le pays de constructions et d'infrastructures ambitieuses, performantes, majestueuses. Des routes, des aqueducs, des temples, d'immenses champs cultivés et une nouvelle cité créée faisait de Carthage une seconde Rome et de tout le pays un précieux grenier. Africa était si féconde et si généreuse qu'elle fournissait à la métropole ses blés plus tendres, son huile la plus raffinée et ses vins les plus savoureux. Quand les idolâtries de Rome cédaient la place au monothéisme chrétien, Carthage accueillit à son tour les premiers missionnaires de la nouvelle religion et ce prosélytisme actif donna naissance à des chantres de la foi chrétienne et à de vénérables voies de la sainteté, à l'instar de saint Augustin, qui scella le lien culturel et religieux entre les deux rives nord et sud de la Méditerranée. Berbère par ses origines, romain par sa culture, latin par sa langue, saint Augustin enseignait à Carthage et à Rome les préceptes de la foi chrétienne et montra à son public comment s'opère le passage d'une conduite profane et libertine à une spiritualité chrétienne fondée sur la rédemption. Les confessions de saint Augustin est de ce point de vue un ouvrage fondateur du catholicisme dans lequel l'auteur expose la généalogie de la conversion, c'est-à-dire comment l'homme de la raison Nous sommes maintenant en Ifriqiya, au 7e siècle. un demi-siècle après sa révélation en Arabie, l'islam connaissait déjà une formidable expansion à travers le monde. Le message du prophète Mohammed élargissait son audience, franchissait les frontières et unifiait les pays et les cœurs autour des valeurs généreuses et humanistes qu'énonce le livre sacré, le Coran. Ordre, allant de victoire en victoire, arriva jusqu'au rivage de l'Atlantique, Maroc, et poussa son cheval sur les flots. Lorsqu'il eut de l'eau à hauteur de son poitrail, il s'écria « Dieu de Mahomet, si je m'étais arrêté par cette mer, j'irais jusque dans les contrées les plus éloignées, porter la gloire de ton nom. » Vers la fin du 7e siècle, Ordre devint maître d'une grande partie du pays et fonda une ville, Kaylawen, qui signifie la cité-camp. Autant pour se protéger contre certaines poches de résistance des Berbères que pour préparer l'étape suivante de sa mission en Afrique.
les maîtres du pays ne purent s'adapter au nouveau contexte historique ni résorber les contradictions qui rongeaient leur pouvoir. Ils cédèrent alors la place à une nouvelle dynastie dont le fondateur était Hussein Ben Ali Topuk, officier de l'armée ottomane et garant de la présence turque dans le pays. Mais Hussein Ben Ali ne pouvait ramer contre la logique de l'histoire. Son réalisme politique le conduisit à consolider l'autonomie balbutiante de l'État, à renforcer le pouvoir central et à élargir ses relations avec le monde extérieur. Pendant 2 siècles, au XVIIIe et XIXe siècle, jusqu'en 1881, la Tunisie husseynite donnait une image double de sa réalité, ouverte sur la modernité et en même temps confinée dans des pratiques séculaires. D'un côté, un train d'initiatives courageuses, abolition de l'esclavage, développement de l'enseignement, construction des bibliothèques et d'académies, notamment militaires. De l'autre, le spectre de certaines faiblesses, abus de pouvoir, mauvaise gestion des deniers publics et népotisme déclaré et impudique. L'histoire retiendra toutefois la date de 1846, année où fut aboli pour la première fois dans le monde arabe l'esclavage. L'histoire retiendra aussi la date de 1857, année où fut décrété le pacte fondamental, Ahd el-Aman, en guise d'une véritable constitution du pays, la première dans le monde islamique. Le versant positif de ce bilan ne peut dissimuler le revers de la réalité où la fragilité des institutions et l'incompréhension dont avaient souffert certains grands esprits réformateurs, tels le général Khaleddin, avaient conduit implacablement le pays au piège de l'endettement et de la dépendance économique et par conséquent à une abdication sous le joug du colonialisme français.